Madame, Messieurs, bonjour. L'Organisation mondiale de la santé définit l'obésité, tout comme le surpoids, comme une accumulation anormale ou excessive des graisses corporelles. L'obésité qui touche également 30 à 40% de la population congolaise et représente également un danger pour la population. Avec moi pour en parler, Moutamba Poyotapo. Il est nutritionniste diététicien. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, Monsieur Moutamba, obésité, surpoids, c'est quoi la différence? Le surpoids, c'est un excès de poids par rapport au poids considéré comme étant le poids idéal et qui va jusqu'à 20% de plus par rapport à ce poids idéal. Et dès que vous dépassez les 20%, ça veut dire que maintenant vous entrez dans l'obésité. Alors, comment savoir qu'on est en surpoids? Il faut se faire peser. Donc, évidemment, si vous faites peser chez ceux qui se promènent avec les balances, vous connaîtrez seulement le poids, vous ne saurez pas si vous avez dépassé votre poids ou pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous vous disons, de temps en temps, il faut vous faire consulter, et vous faites consulter chez le médecin qui va éventuellement constater. Et s'il constate que vous avez l'obésité, il va vous envoyer à qui de droit, ça veut dire il va vous envoyer chez la diététicienne ou chez le diététicien de son hôpital. Parce que maintenant, il y a de plus en plus de nutritionnistes et diététiciens dans les différents hôpitaux et même dans les différentes zones de santé. Il y a de plus en plus de nutritionnistes et diététiciens qui peuvent s'occuper de vous. À ce moment-là, ils vont vous dire ce qu'il faut faire et ça se fait au cas par cas. Parce que les gens pensent que tous ceux qui sont obèses, il suffit de leur dire mangez ceci, ne mangez pas Donc, il cela. faut un suivi personnalisé. L'obésité, depuis l'année 2000, est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant une maladie. À partir du moment où c'est une maladie, comme toutes les autres maladies, il faut subir un traitement. Et ce traitement-là se fait au cas le cas. Parce que tous les obèses n'ont pas les mêmes problèmes. Vous pouvez avoir un obèse qui n'a que l'obésité comme problème. Vous pouvez avoir un obèse qui a, en plus de l'obésité, l'hypertension. Ou bien il peut avoir le diabète, il peut avoir la goutte, il peut avoir tout un tas de problèmes différents. C'est que si vous soumettez tous les obèses au même régime, vous commettez l'erreur que ferait un médecin de soumettre tous les malades souffrant du palu à la quinine. Ouais, parce que tous les malades ne supportent pas nécessairement la quinine. C'est pour cela qu'il y a une variété de médicaments. Si dans les maladies que nous connaissons habituellement, il y a des traitements différents en fonction de chaque organisme, en fonction des milieux où ils vivent, il y a beaucoup de fonctions. De la même manière aussi pour l'obésité, vous avez l'obligation de rencontrer ceux qui peuvent résoudre vos problèmes. En premier lieu, c'est le médecin qui va constater au moment où il va vous consulter. Et en deuxième lieu, c'est la diététicienne ou le diététicien qui va aussi constater et vous consulter de façon à vous prescrire ce qu'il faut vous prescrire de façon à ce que le régime soit adapté. Très bien. Alors, quel est le poids pour qu'une personne soit considérée comme obèse? Il y a tout un grand tableau. En fait, on ne peut pas avoir tous le même poids. Déjà, à partir du moment où nous avons des tailles différentes, c'est que les poids aussi sont Donc là, il totalement faut différents. calculer l'indice des masses corporelles, c'est comme ça? Il y a plusieurs formules qui sont utilisées pour constater qu'on est obèse ou pas. La première formule qui est la plus courante, qui est souvent utilisée d'ailleurs, c'est la formule que
vous venez de dire là-bas la formule de l'indice de masse corporelle. Et là, nous utilisons le poids et la taille pour calculer et savoir est-ce que vous êtes en dessous, au moyen ou au-dessus de ce qu'il y a comme référence par rapport à votre taille pour l'adulte. Parce qu'il ne faut pas penser que l'obésité, c'est seulement chez l'adulte. L'obésité, on peut aussi l'avoir chez l'enfant. Chez l'enfant, c'est par rapport à l'âge, la taille par rapport à l'âge. Cette obésité, justement, chez les ados, c'est dû à quoi? L'obésité chez les adolescents. Est-ce que vous pouvez permettre que je termine d'abord avec les formules? Allez-y. Bon, si la formule la plus connue, c'est l'indice de masse corporelle, il y a aussi la formule qu'on appelle la formule de Lorentz. La formule de Lorentz, c'est essentiellement la taille qui est utilisée avec une formule qui est à diviser par 4 pour l'homme, à diviser par 2 pour la femme. Et ça permet de savoir si la personne a son poids idéal ou il a un poids au-dessus ou en dessous de l'idéal. Troisième formule, c'est une formule qui est très peu connue. C'est la formule de Devine. Là, c'est essentiellement aussi la taille qui est utilisée, avec des indices, des chiffres qu'il faut multiplier, qu'il faut enlever, ainsi de suite. Ces indices commencent par 50 chez l'homme et 45,5 chez la femme. Mais il n'y a pas que ça comme formule, il y a aussi la formule de Broca. La formule de Broca, c'est la taille, on vous dit enlever 100, ce qui est au-dessus, c'est ça qui est censé être votre poids. Bon, maintenant, chaque formule a ses faiblesses, il a aussi ses points forts. Les points faibles, le plus faible de la formule de Broca, c'est que quand vous avez un adulte qui pèse 1m45, dès que vous faites cette formule là-bas, vous tombez dans l'erreur et ça pose problème. Même Lorentz, quand vous avez une taille qui va en dessous de 150, ça pose aussi problème. Bon, c'est que nous avons l'obligation, en fonction de comment nous vous recevons, de savoir quelle est la formule que nous allons utiliser qui puisse être idéale. Chez les enfants, ce que j'ai dit, c'est par rapport à l'âge, la taille par rapport à l'âge, qui nous permet de dire qu'il est obèse. Et les ados, évidemment, comme même les adultes, souvent, cette obésité-là est due à une mauvaise alimentation ou bien de mauvaises habitudes alimentaires. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Comme cause, nous pouvons aussi constater qu'il peut y avoir des origines familiales. L'hérédité donc? Oui, c'est ça que j'appelle l'origine familiale. C'est qu'un parent obèse a toutes les chances du monde de faire que son enfant devienne aussi obèse. Il peut y avoir des dérèglements hormonaux plutôt, qui peuvent faire que quelqu'un devienne obèse. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des médicaments que nous pouvons prendre. Tout ce qu'il y a comme hormones, tout ce qu'il y a comme médicaments hormonaux, en bout de piste, ça finit par faire que cette personne-là soit obèse. Chez les dames, les différents médicaments qui sont utilisés, entre autres les injections, et même les pilules, ça fait qu'après un certain temps, la personne finisse par devenir obèse. Alors, il faut faire très attention. Nous avons beaucoup d'éléments qui peuvent favoriser l'obésité. Entre autres, il y a aussi la sédentarité. Le fait de vous vous réveillez le matin, vous prenez votre petit déjeuner, si vous le pouvez, vous entrez dans votre véhicule, vous arrivez au bureau, vous êtes assis toute la journée, vous sortez, vous allez prendre un verre ou bien vous rentrez directement à la maison. Vous êtes toujours dans le véhicule, vous ne dépensez pas suffisamment ce que vous mangez.
Parce que le corps, pour être en équilibre, c'est l'équilibre entre les entrées et les sorties. Les entrées, c'est les aliments que nous prenons. Les sorties, c'est les dépenses d'énergie que nous effectuons. Et si nous consommons plus que nous dépensons, progressivement, nous allons prendre du poids. Alors, quelles sont les conséquences justement de l'obésité sur la santé? Comme conséquence, nous en avons beaucoup. La première conséquence, c'est que la personne obèse souffre des essoufflements. La personne obèse ne peut pas se déplacer facilement sur une certaine distance. Très vite, elle est essoufflée. Mais ça, c'est encore le début. Hein? C'est encore le début. Il y a aussi d'autres conséquences, c'est que vous risquez de faire de l'hypertension. Parce que quand vous devenez obèse, vous emmagasinez ou bien vous stockez beaucoup de graisse dans vos veines. Hein, vous avez un excès de graisse qui va se stocker dans les veines. En se stockant dans les veines, ça réduit ce que nous appelons en médecine la lumière de la veine. Hein, c'est que le tuyau de la veine qui fait circuler le sang dans le corps se rétrécit au fur et à mesure qu'il y a des dépôts de graisse là-dedans. Et ces dépôts de graisse, plus c'est beaucoup, plus aussi la lumière de la veine devient très petite et la pression du sang devient très forte. Hein? Plus la pression du sang devient forte, plus le cœur va en souffrir et puis l'hypertension va s'installer. En s'installant comme ça, il y a les problèmes cardiaques qui vont intervenir. Ce sont donc des maladies liées à l'obésité? Pas seulement, mais l'obésité peut conduire aussi à ça. Il n'y a pas que ces éléments que je viens de dire, il y a aussi le diabète. Le diabète de type 2 peut aussi provenir de la mauvaise alimentation qui a conduit à l'obésité. C'est que vous avez beaucoup plus de graisse et ces graisses-là vont faire que l'insuline ne va plus être utilisée de manière correcte. Comme l'insuline ne va plus être utilisée de manière correcte, c'est qu'il y aura un surplus de sucre qui va circuler dans le sang, même si la quantité que vous avez mangée est normale, mais parce que tout le sucre ne va pas être assimilé correctement, le surplus qui va traîner dans le sang sera déjà un problème pour votre organisme. Et plus ce sucre traîne, plus il devient en grande quantité dans votre sang, vous développez. D'abord, au début, on va dire vous faites seulement de l'hyperglycémie, mais cette hyperglycémie, si ça perdure, vous finirez par faire le diabète. C'est un problème assez sérieux. Et à ce moment-là, nous disons, le diabétique, d'abord, n'est pas considéré comme étant un malade si son diabète est équilibré. Ça, c'est un autre débat que nous ferons peut-être à une prochaine occasion. Si le diabète est déséquilibré, ça va vous conduire à d'autres complications. Vous voyez, on a commencé par la simple obésité. Hein, mais maintenant, nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes au diabète compliqué et le diabète déséquilibré là-bas va faire que vous pouvez aussi développer l'insuffisance rénale chronique. Et quand vous développez l'insuffisance rénale chronique, c'est tout un problème. Vous allez commencer... Vous avez déjà vu votre sang circuler, à part quand vous êtes blessé. Mais les insuffisants rénaux chroniques, ils ont la chance de voir leur sang quand ils vont à la dialyse. C'est qu'on les place aux appareils qui vont purifier leur sang. Alors, ils vont voir leur sang circuler dans
dans les tuyaux jusqu'à se faire vérifier et ça se fait 3 fois la semaine. Bon, quand c'est 3 fois la semaine, bon, là où ça coûte le moins cher, on vous dira, venez payer $250. Si c'est $250 que vous payez par séance, bon, par semaine, vous allez dépenser $750. J'espère que vous les aurez. Donc, il vaut mieux éviter de commencer déjà par faire l'obésité. Vous évitez ça. Et quand vous évitez, bon, vous aurez aussi beaucoup de chances d'éviter la plupart de ces maladies, même si elles peuvent aussi avoir d'autres origines. Voilà. Est-ce qu'il existe des traitements contre l'obésité? On parle par exemple de la chirurgie bariatrique. Ça consiste à quoi? La chirurgie bariatrique, c'est encore quelle injure, ça? Comment? Bon, vous voyez, c'est des termes compliqués là, qui ne sont pas toujours connus dans le commun du mortel. En fait, le meilleur traitement de l'obésité, c'est le régime alimentaire et l'exercice. L'exercice physique. C'est ça le meilleur traitement. Tous les autres traitements dont on parle ne sont pas nécessairement sans risque. Mais est-ce qu'on peut même se les faire régimes. opérer pour lutter justement contre l'obésité? Il existe également des chirurgies contre l'obésité. On va faire la chirurgie, on va enlever la graisse, on n'aura pas résolu le problème. Ça, c'est un traitement causal. Ce n'est pas... non, c'est un traitement palliatif, mais on n'est pas entré dans la cause qui a amené l'obésité. On va seulement enlever la graisse. Et si vous continuez à vivre tel que vous viviez, vous n'aurez pas la vie simple ou saine. Cette graisse-là va revenir. C'est que vous n'aurez en principe pas résolu le problème. Vous aurez dépensé beaucoup d'argent parce que cette chirurgie-là, ce n'est pas une chirurgie où vous allez vous dire payer $1 500. Non, vous payez toujours beaucoup plus que tout. Est-ce qu'elle est également pratiquée ici chez nous? Je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas eu le temps de circuler dans les différents hôpitaux pour le dire. Mais je suis sûr que parmi nos médecins, parce que là c'est un acte purement médical, parmi nos médecins, il y en a qui connaissent la technique, mais est-ce qu'ils ont tous les moyens de pouvoir faire ça? Des plateaux techniques Le plateau technique pour ce genre de chirurgie n'est pas évident. Même si nous avons des médecins qui connaissent ce traitement-là. Bon, j'ai dit c'est le régime et l'exercice physique. Je commence par le plus simple d'abord. L'exercice physique, vous n'allez pas faire cet exercice physique tout seul à la maison. Vous devez le faire avec des moniteurs sportifs. Des moniteurs sportifs qui vont vous aider à faire les exercices adaptés à votre situation. C'est que pour avoir commis l'erreur de manger... de manger mal, si on peut le dire. Exagérément, pour avoir commis l'erreur de manger exagérément, bon, vous aurez l'obligation d'aller chercher un moniteur sportif qui va vous entraîner soit dans une salle, soit dans un stade. Vous allez dépenser un peu plus d'argent pour ça. Mais il faut aussi avoir de la volonté parce qu'il y a des gens qui commencent ces exercices mais ne les terminent jamais. Alors, ils rentrent à la maison et disent, bon, comme j'ai vu ce que le moniteur m'a montré, je vais faire tout seul à la maison de façon à réduire les dépenses. Ce n'est pas toujours évident parce que le moniteur sportif connaît quelles sont vos limites que vous ne devez pas dépasser. Mais vous-même, vous ne connaissez pas. Donc, ils sont formés pour ça parce que maintenant, là, on voit très souvent dans les réseaux sociaux des physique. coachs qui se proposent pour accompagner des personnes touchées par l'obésité. Est-ce que c'est envisageable? Ce n'est pas évident. Tous ces coachs-là, d'abord, quand vous leur demandez leur
leur formation et n'ont pas nécessairement, la majorité n'ont pas nécessairement la formation d'éducateur physique. C'est qu'ils vont vous demander de faire telle ou telle chose sans savoir nécessairement quelles sont les causes qui vous ont amené à l'obésité. Et ça peut faire que vous en mourrez. Et quand vous allez en mourir, pour eux, ce n'est pas un problème. Parce que on était en train de parler de la chirurgie bariatrique, telle que vous avez dit, mais il y a des chirurgies qui se font jusqu'à couper une partie de l'estomac. Ou couper certaines parties du tube digestif pour que vous puissiez assimiler le moins possible. Mais ça, c'est des traitements qui sont déconseillés. Pour nous, en tant que diététiciens, nous ne pourrons jamais vous conseiller d'aller faire ça parce que on connaît comment les résultats commencent, mais on ne vous dit jamais par quoi ça se termine. La plupart de ces malades qui subissent ce genre de traitement en meurent. Et dépassent rarement les 6 mois de vie quand ils ont supporté ces traitements-là. Ils dépassent rarement. Il peut y en avoir qui dépassent, mais ils dépassent rarement. C'est que la majorité meurt. Et ceux qui font ça ne viendront pas vous dire que, nous avons fait et il y a eu autant de morts. Après autant de temps. Ils peuvent faire, après 1 mois, vous aurez perdu autant de kilos. Après 2 mois, mais ils ne vous diront pas, après 3 ans, vous aurez perdu combien de kilos, parce que vous serez déjà mort. Bon, après la chirurgie, après l'exercice physique, vient la partie la plus compliquée, c'est le régime alimentaire. Le régime alimentaire, les gens pensent que c'est simple. Alors, tout celui qui se décide de se priver de tel aliment ou de tel autre, il dit qu'il fait un régime alimentaire. Non, le régime alimentaire, ce n'est pas la privation. D'ailleurs, on parle du jeûne intermittent, tout ça justement pour résoudre ce problème de l'obésité. Est-ce que ce sont des erreurs qui se glissent finalement, vous savez, dans la recherche de la solution? La plupart des pasteurs font les jeûnes alimentaires pour améliorer le niveau de réception spirituelle de leurs clients. Eux-mêmes aussi, il leur arrive de faire ces genres de régime en se privant à manger, et ils prennent plus du thé, et puis ils font pendant autant de temps. Si vous observez bien les personnes qui passent par ce genre de régime intermittent où ils font les jeûnes, la plupart finissent par devenir plus obèses qu'ils ne l'étaient quand ils ont commencé. Il y en a même que je connais qui ont commencé en étant sveltes, mais qui sont devenus le double ou le triple de ce que je suis après quelques années. Alors, quelles sont les solutions justement pour lutter contre l'obésité? Les solutions sont adaptées à la pathologie de chacun, à votre maladie. Si vous êtes obèse de par votre hérédité, ça sera un peu plus difficile. Parce que dans vos gènes, vous véhiculez cette obésité là-bas. C'est que ça va vous demander de fournir beaucoup plus d'efforts que tous les autres obèses. Si l'obésité provient de médicaments hormonaux ou proviennent des contraceptifs que vous avez pris, il faut commencer par arrêter d'utiliser ces médicaments, et puis vous devrez passer beaucoup de temps en suivant des prescriptions de façon à ce que vous reveniez dans les proportions acceptées. C'est que vous reveniez dans les proportions qui ne dépassent pas 20% d'excès par rapport à votre poids idéal.
Hein, c'est à ce moment-là qu'on dit que ça va. Ce n'est pas toujours évident, hein, parce que nous avons eu beaucoup de difficultés à soigner les malades qui ont pris des médicaments, hein, de ce genre. Ou les femmes qui ont pris des injections. Vous dites toujours que ça n'a pas de conséquences. C'est pas évident. Hein, ça n'a pas de conséquences, mais il faut suivre ces dames-là. Après 3 ans, après 5 ans, après 10 ans, la plupart sont obèses. Même la simple pilule, on vous dit c'est juste une pilule par jour, hein, pendant 30 jours, et puis ça vous permet. Mais les conséquences à moyen terme ou à long terme sont toujours que les personnes deviennent obèses. Ça pose problème. C'est que pour combattre cette obésité, il faut arrêter de prendre ces produits. Bon, pour celui qui commet des erreurs diététiques, des erreurs alimentaires, soit parce que il est autorité, hein, il va souvent dans des cocktails, hein, il va souvent dans des fêtes. Plus vous montez en grade, plus vous avez des fêtes. Hein. Regardez dans votre famille, les gens qui ont un niveau modeste, ces gens-là vont rarement dans les fêtes, dans des manifestations. Il faut attendre qu'il y ait un deuil, il faut attendre qu'il y ait un mariage dans la famille. Mais les gens qui ont un certain niveau social, il leur arrive de se retrouver dans des manifestations, même 3 ou 4 fois par semaine. Et quand ils prennent ça, ils les prennent à des heures suffisamment tardives. Quand ils rentrent à la maison, peut-être ils complètent encore, ou bien avant d'aller à la fête, ils prennent quelque chose et à la fête, ils vont ajouter, ils dépassent ce qu'ils devraient consommer. C'est que là, le traitement serait réduire le plus possible les consommations, parce que l'obésité vient du fait que vous consommez plus que vous ne dépensez. Bon, donc il faudrait réduire la quantité. Les quantités, là, vous devrez consulter chez les diététiciens. Pour le régime, il n'y a que la diététicienne et le diététicien qui peuvent vous donner un réel régime. Tout autre régime qui vous est donné par un autre professionnel de santé, c'est un régime lu dans un magazine, hein, ou lu à l'Internet, qui ne sera pas nécessairement adapté à votre cas. C'est des régimes généraux. On vous dit faites ça, vous faites, et ça peut ne pas marcher. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'autre aspect, c'est que le fait que nous quittons nos maisons et que nous mangeons une seule fois par jour, c'est aussi une cause d'obésité. Hein. C'est que l'organisme est préparé de façon à ce que vous puissiez manger minimum 3 fois par jour, sans compter les collations. Le matin, vous prenez le petit déjeuner. Entre 12 et 13 heures, vous prenez ce que certains appellent le déjeuner ou le dîner. Et le soir, vous prenez maintenant ce que les autres appellent le déjeuner, le grand déjeuner ou le souper. Et chaque repas a des quantités qui sont censées être calculées et consommées. Hein, parce que le corps fonctionne de cette façon-là. Il faudrait compter le nombre de calories à consommer. Oui, mais chacun de nous, par rapport à notre taille, par rapport à nos besoins physiologiques, par rapport aux exercices que nous faisons, hein, nous avons des quantités de calories que nous sommes censés consommer par jour. Dès que nous les dépassons, hein, ça devient un problème et ça peut nous amener à l'obésité, surtout quand nous le faisons à répétition. Une seule fois, 2 fois, ce n'est pas un problème. Voilà. Quels sont les aliments justement qui contribuent à l'obésité? Tous les aliments. Hein, tous les aliments, essentiellement les aliments que nous appelons
qui apportent de l'amidon. Et puis il y a les graisses. Si nous en prenons beaucoup, ça peut nous amener à l'obésité. Et le fait de prendre beaucoup de sucré par jour, ça peut nous amener à l'obésité et même jusqu'au diabète. Le fait de prendre... en fait, juste une petite virgule là-bas. Je vois la publicité qui passe régulièrement dans presque toutes les chaînes où on est en train de vanter des boissons sucrées, hein, où on a mis seulement des colorants qu'on appelle jus. Mais en fait, nous devons bannir cette appellation de jus à ces boissons sucrées qui ne contiennent que de l'eau, de colorant et du sucre. Ça, ce ne sont pas de jus. Le jus, c'est le résultat de la pression d'un fruit. Mais on a travesti les jus, on a commencé à appeler toute boisson sucrée qui est vendue, fabriquée de n'importe quelle manière, on appelle ça jus, et on donne ça à répétition, surtout chez les enfants. Mais maintenant, nous commençons à avoir de plus en plus des enfants diabétiques. Nous commençons à en avoir beaucoup. Et ça, les parents doivent cesser d'utiliser. Donc, prioriser des jus naturels. De préférence, prendre le vrai jus, hein, qui est le résultat de la pression des fruits. Et ça donne les liquides là qu'on prend et auxquels liquides il ne faut pas ajouter du sucre. Voilà, comment perdre justement du poids quand on est en surpoids? Non, un instant, j'étais en train d'expliquer, c'est que il y a aussi l'alcool. Quand vous prenez un verre de bière, vous prenez tout au plus une bouteille, ça ne posera pas de problème. Parce que l'alcool apporte beaucoup plus de calories que l'amidon. 1 gramme d'alcool apporte 7 calories, pendant que 1 gramme d'amidon apporte 4 calories. Bon, maintenant, si vous avez mangé tout à fait normalement et que vous donnez le plaisir de prendre 3 bières, 4 bières, hein, vous prenez beaucoup de liqueurs là-bas. Je vois même des gens qui se vantent. Oh non, mais moi, pour éliminer les graisses là-bas, on me demande de prendre des boissons alcooliques fortes. Bon, si les boissons alcooliques fortes, vous prenez une mesure, ça passe. Mais si vous en prenez une bouteille, c'est trop. Hein, parce que la quantité d'alcool que vous prenez là-bas, il faut multiplier la quantité de grammes d'alcool que vous multipliez par 7 calories. Et cela, ajouté à ce que vous aurez mangé, vous allez nécessairement dépasser. Il faudrait consommer en moyenne combien de calories par jour? Ça dépend de la taille, c'est ce que j'étais en train de dire, de la taille. Un adulte ne mange pas autant qu'un enfant. Une femme enceinte ne mange pas de la même manière qu'une femme normale, une femme allaitante non plus. Et là, j'ai fait un petit crochet pour dire, dans la société, on dit que la femme enceinte doit manger pour 2, ce qui n'est pas vrai, c'est juste un complément d'aliments qu'on ajoute. On ne doit pas manger le double, parce que si la femme enceinte mange le double, soit disant qu'elle mange pour 2, ben, elle va être obèse et risque de faire un enfant de 5 kilos. Et en mettant au monde un enfant de 5 kilos, de 4 kilos et demi, la femme se prédispose déjà à faire le diabète. Mais bon, tout ça, tout ça fait que vous ne devez pas vous prescrire un régime. Vous ne devez pas vous prescrire un régime. Allez chez la personne qualifiée qui le fera compte tenu de votre état physiologique, de votre âge, de votre genre. Nous pouvons avoir la même taille, mais l'homme aura besoin de beaucoup plus de calories que la femme.
Tout ça, c'est des éléments que nous devons considérer. Alors, quels sont justement les aliments interdits pour perdre du poids? Non, nous disons seulement manger équilibré. Manger équilibré, rencontrez votre diététicienne ou votre diététicien qui va adapter en fonction de vos habitudes alimentaires aussi. Ça aussi, c'est un autre problème. Nous n'avons pas tous les mêmes habitudes alimentaires. Et parce que nous copions trop les habitudes alimentaires des autres, nous commençons à avoir beaucoup plus d'obèses qu'il n'y en avait il y a 10, 20 ans. Nous passons notre temps à prendre des boissons sucrées, des shawarma, de ceci, de cela. C'est que, en plus de ce que nous mangeons normalement, nous ajoutons d'autres histoires qui font que nous dépassons exagérément ce que nous devrions consommer par rapport à nos dépenses énergétiques. Est-ce que manger des crudités, ça contribue justement à la perte de poids? Ça dépend de ce que vous mettez dans vos crudités. Si vous utilisez beaucoup de mayonnaise là-dedans, je ne sais pas si ça va réellement vous aider à perdre le poids. Mais en réalité, les crudités, quand vous les consommez sans ces ingrédients là-bas, sans mettre beaucoup trop de sel, vous avez un peu plus de chances de ne pas être obèse. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau-là. Et même les crudités en question, il faut aussi les adapter par rapport aux habitudes alimentaires. Bon, heureusement, dans nos habitudes alimentaires chez nous, ce n'est pas très courant de manger ces crudités-là. Ce sont des habitudes que nous importons des autres et souvent nous les importons mal. Voilà, s'il faut donner quelques astuces pour aider ceux qui sont peut-être en surpoids ou encore obèses à perdre du poids, quelles sont les astuces à mettre à leur disposition? L'astuce la plus simple, on leur dira, si vous êtes obèse, vous êtes devenu obèse parce que vous avez mangé exagérément, dans le cas des mauvaises habitudes alimentaires, ou quand vous avez exagéré, réduisez les quantités que vous consommez. Mais malheureusement, tout le monde qui est obèse, j'ai donné les causes. Tout le monde qui est obèse n'est pas obèse seulement parce que il a mangé exagérément. J'ai cité les différents cas. C'est que éviter de tomber dans ces erreurs-là. Ce qu'on ne peut pas éviter, c'est l'hérédité. Nous demanderons aux parents de tout faire pour éviter de devenir obèses et permettre aussi à leurs enfants de ne pas être obèses. Nous demanderons aux mamans de ne pas être trop contentes d'avoir de gros bébés. Un gros bébé, quand il dépasse le poids de son âge avec de grandes proportions, c'est un adulte obèse en préparation que la maman est en train de faire. Alors, aux mamans, faites très attention. Il faut que votre bébé reste dans les proportions acceptables. S'il commence à avoir même des difficultés pour jouer, c'est un problème. Chez les adolescents, c'est même très difficile. Que ce soit chez l'enfant ou chez l'adolescent, exécuter le régime alimentaire, c'est pas évident. Non, parce qu'ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Et quand vous leur interdisez ceci ou cela, lorsqu'ils arrivent à l'école, ils trichent, ils font n'importe quoi. C'est que ça demande d'être encore plus regardant chez eux que chez les adultes. Même l'adulte en question. L'obésité intervient par manque de volonté de respecter ce qu'on doit faire. Mais regardez chez les obèses. Les personnes obèses ont tendance à grignoter le plus souvent, à longueur de journée. Donc manger entre les repas?
Manger entre les repas, c'est pas très conseillé. Hein. Ben, si vous voulez manger entre les repas, consultez votre diététicienne ou votre diététicien qui va vous dire si ce que vous mangez entre les repas convient ou pas. Parce qu'il va devoir calculer ce que vous mangez par jour pour vous dire ça va ou ça ne va pas. Hein, vous risquez de vous empoisonner par d'excédents alimentaires. Bon, je dis ça un peu pour montrer que c'est grave, mais ce ne sera pas un empoisonnement, mais au moins vous aurez exagéré, vous aurez dépassé ce qu'il faut prendre et ça va vous créer des problèmes. C'est ça la vraie version. Voilà, peut-être pour finir, hein, on voit dans les réseaux sociaux très souvent des coachs nutritionnistes, diététiciens qui proposent donc des offres, des services à des personnes pour un suivi personnalisé, justement pour les accompagner à combattre ce problème d'obésité. Est-ce qu'ils sont toujours des personnes suffisamment formées pour accompagner ces gens-là pour lutter contre ce problème d'obésité, ou ce sont justement des charlatans qui sont là pour se faire de l'argent? La plupart de ces coachs ne sont pas des diététiciens. Malheureusement. Ils peuvent se dire, ils peuvent tout raconter, hein, ils peuvent avoir lu dans les magazines, ils peuvent avoir lu l'histoire à l'Internet. Ben, ce n'est pas parce que vous avez lu dans les magazines, ce n'est pas parce que vous avez lu à l'Internet que c'est nécessairement vrai. Même nous, les diététiciens, nous lisons et nous voyons les fautes et les erreurs qui sont dans certaines publications, qui sont dans les magazines. Et ces derniers temps, nous voyons dans les réseaux sociaux beaucoup de gens qui envoient « Attention, si vous mangez tel aliment avec tel aliment, vous risquez de mourir. Vous mangez tel aliment avec tel aliment. » Mais ils le disent sans aucune vérification. Hein? Et parce que nous avons vu à l'Internet. Vous avez vu à l'Internet, vous avez expérimenté ça et vous avez vu que ça a tué. J'ai dû réagir plusieurs fois chez certaines personnes pour leur Justement pour donner la bonne information. J'ai réagi pour dire la plupart de ces mélanges que vous avez énumérés là-bas, moi j'ai consommé ça. Ben, si je vous parle aujourd'hui, c'est que je ne suis pas mort. Hein, c'est que c'est du mensonge ou peut-être par rapport à certaines cultures, ça donne ces résultats-là. Alors il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser. Nous n'avons pas tous les mêmes gènes. Hein, l'asiatique est humain comme nous. Ben, nous n'avons pas nécessairement les mêmes gènes. Nous n'avons pas la même résistance aux mêmes molécules. Hein, l'occidental ou celui qui est en Océanie. Ben, nous avons des différences. C'est pour cela que les habitudes alimentaires sont aussi différentes. Merci beaucoup Moutamba Ponyo Tapo. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et diététicien. Merci donc pour toutes ces informations, combien intéressantes. C'est également la fin de ces numéros d'Allo Docteur qui étaient consacrés à l'obésité. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir.